Voilà, donc merci à vous quatre d'être avec nous ce soir. On va faire une petite table ronde d'environ 45 minutes et ensuite vous aurez tous la possibilité de poser vos questions. Vous pouvez même déjà les poser sauf erreur pendant la table ronde et elles devraient s'afficher ici, donc on pourra directement les prendre. Et à vous aussi qui nous regardez en ligne, vous êtes aussi les bienvenus avec vos questions. Je vous présente, on va commencer à droite avec Catherine Pugin. Vous êtes la première déléguée au numérique du canton de Vaud et de Suisse romande, si je ne m'abuse, c'est juste? C'est ça. Voilà. Vous nous apporterez donc... Mais j'ai de plus en plus de collègues, donc c'est voilà. réjouissant. De moins en moins seul. Et vous nous apporterez donc vos lumières sur la mise en œuvre de la politique numérique du canton de Vaud. À votre gauche, Laura Tokmakov, vous êtes directrice d'Impact IA, c'est juste? Et là, alors, on aura besoin de vos lumières. Google me dit que vous êtes spécialisé en disruption professionnelle causée par l'intelligence artificielle. Voilà, donc je pense qu'on aura de quoi discuter ce soir. À votre gauche, Julia Aymonier, vous êtes chef du fameux service organisation et informatique de la ville de Lausanne. Vous nous apporterez votre vision proche du citoyen en tant que municipalité. Et Monsieur Dreyer, Frédéric Dreyer, en charge de l'innovation à l'EPFL. Vous m'avez dit au téléphone que finalement, dans le digital, dans le numérique, l'humain restait toujours au centre. Ça, je pense que ça nous occupera aussi un moment de la soirée. En tout cas, merci à vous quatre d'être là. Merci à vous aussi. Et j'ai envie de commencer par peut-être la question on parle de numérique inclusif. Je vais m'asseoir avec vous. On parle de numérique inclusif. Inclusif, ça veut dire qu'on essaye de limiter cette fameuse fracture numérique, peut-être pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité et qu'on ait tous les mêmes bases pour discuter. Monsieur Dreyer, comment vous définiriez cette fracture numérique ? Alors, pour reprendre aussi les mots de Natacha, je trouve assez intéressant de parler d'intelligence collective. Et puis, du coup, c'est vraiment d'embarquer tout le monde dans cet univers-là et d'éviter qu'il y a des gens qui restent, entre guillemets, sur le carreau. C'est hyper important. Et pour venir sur le numérique, en fait, on en a tous au quotidien. J'aime bien le sujet des robots. Il y a des choses qui auraient pu être encore plus démontrées sur certains points. Puis un exemple assez flagrant. Aujourd'hui, il y a un robot qui s'appelle DaVinci, qui est utilisé au HUG, qui va être utilisé au CHUV, qui est un robot qui permet de faire des opérations, en fait, à distance, qui va se développer de plus en plus, mais en fait, la robotique permet de sauver des vies. Tout à l'heure aussi, quand le petit robot est venu, là, de Dynamics, est-ce que quelqu'un a eu des papillons dans le ventre, un peu peur, en se disant, il va sauter sur moi? Oui. Yes, ça fait plaisir. Du coup, c'est toutes ces questions aussi, se dire, tiens, le numérique pour tous, comment digitaliser, comment amener les choses, et du coup, ne pas laisser les gens dans cette crainte et cette peur. Et je viens juste là-dessus, parce que j'adore le dire, mais c'est Schopenhauer, l'art de vivre. Toute évolution, toute révolution, toute robolution, finalement, comme on a lu, passe par 3 phases. Ridicule, dangereux, une évidence. Et en fait, toute transformation qui a eu lieu peut paraître ridicule, dangereux, une évidence. Ce robot qu'on a vu tout à l'heure, on peut se dire, tiens, c'est ridicule, ou ça me semble dangereux, j'ai les papillons dans le ventre. Mais en fait, c'est une évidence qu'on en a besoin pour déminer des terrains, au lieu d'envoyer des gens, d'envoyer ces robots-là pour aller déminer, etc. Et en fait, n'importe quel exemple qu'on pourra prendre aujourd'hui peut passer par ces phases-là. Et le numérique doit être une évidence pour tous et ne pas paraître dangereux. Et c'est ces choses-là aussi qui parlent de fracture numérique, c'est dire, je trouve ça ridicule, je trouve ça dangereux. Non, on doit embarquer pour dire un numérique responsable, un numérique collectif, mais un numérique qui soit une évidence pour nous tous en tant que citoyens de ce monde. Madame Aymonier, peut-être vous qui êtes en tant que... vous représentez une administration communale qui est assez proche de ses citoyens. Comment justement on met en place des outils pour éviter qu'il y ait une fracture sur plusieurs niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau de l'âge, au niveau sur différents plans? Comment on fait en tant que municipalité? Il faut vraiment inclure, comme Madame Litzisdorf a dit, la population pour discuter avec eux leurs besoins, qu'est-ce qu'ils voient qui manque au niveau de l'administration et puis la connexion numérique, et prendre en compte tout le monde. Donc, je reviens à mes années à l'université qui étaient il y a longtemps maintenant, mais j'ai eu un prof qui m'a dit quelque chose qui était très important. Il nous a fait 6 mois de travail où tout le monde était à l'échec, jusqu'à qu'on a tous compris que si on n'inclut pas les gens qui sont aveugles, les problèmes de l'ouïe, les gens qui ont le problème de mobilité, les handicaps, on ne peut pas mettre en place la numérique qui fonctionne pour tous. Et il faut absolument qu'on n'oublie pas ces gens-là. Et ça, c'est le but de la stratégie numérique de la ville de Lausanne.
ces gens qu'il ne faut pas oublier au niveau cantonal, peut-être, ça pourrait être quelques exemples de gens avec lesquels vous avez envie de travailler et qu'il ne faut pas laisser sur le bas-côté dans une politique numérique? Franchement, c'est tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant. On a vu, et la fracture numérique, elle se voit à plein d'endroits. Pendant la pandémie, on s'est rendu compte, on a tous été renvoyés, ou plus ou moins tous à la maison, à devoir travailler avec des outils numériques. Et on s'est rendu compte que pour certaines personnes, envoyer un email, c'est quelque chose de compliqué. Remplir un formulaire en ligne, c'est quelque chose de compliqué. Donc, des fois, la fracture, elle est là même où on l'attend pas. On a l'impression que tous les gens dans l'administration cantonale, typiquement, sont à l'aise avec ces moyens-là. Pas forcément. Donc ça, c'est l'utilisation des outils. Et puis après, on se dit, on a tout le temps cette image que les digital natives, les jeunes aujourd'hui, sont hyper à l'aise avec ces outils numériques. On se rend compte quand même que savoir utiliser TikTok, Instagram et Facebook, enfin même si Facebook c'est dépassé aujourd'hui pour les jeunes, c'est peut-être pas non plus comprendre les enjeux du numérique, c'est pas forcément comprendre les enjeux autour des données personnelles qui sont diffusées aujourd'hui partout sur Internet. Voilà, donc finalement ces compétences-là, ces compétences de base en matière de traitement des données, en matière de globalement sur les enjeux numériques, il faut pouvoir s'adresser à tout le monde. Au niveau du canton, il y a un programme maintenant d'éducation numérique, pas forcément de l'éducation aux outils numériques, pas forcément du Word et du Excel ou du PowerPoint, mais vraiment de comprendre cette pensée computationnelle, cette manière de réfléchir numérique et d'avoir un enseignement qui est dès les plus petites classes, 1H, 2H, donc les toutes petites classes, d'introduire ces réflexes finalement pour pouvoir être à l'aise dans ce monde numérique. Là, il y a un changement de paradigme, c'est ce que vous notez? On a besoin de ce changement de paradigme, mais ça veut dire que finalement toute la société doit changer. Dans ce projet-là d'éducation numérique, on voit que finalement les universités, les hautes écoles sont déjà intégrées parce qu'elles savent que d'ici quelques années, les élèves qu'elles accueilleront, c'est des élèves qui seront plus compétents sur ces outils-là parce qu'ils auront passé par ce cursus de formation. Voilà, donc il y a la transformation numérique, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas un problème technologique, c'est pas un problème informatique, c'est la société qui se transforme. Vous avez mentionné la formation, et je crois que Laura, c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. La formation justement au numérique, la formation de prendre les élèves pas à pas et d'évoluer avec eux, disons, ce que vous me disiez avant. Alors moi, j'ai un focus un tout petit peu particulier dans la digitalisation, parce que Impact IA pour intelligence artificielle, qui est peut-être quelque chose, il me semble, qui fait encore plus peur que le numérique, parce qu'on a tous, quand je vous dis intelligence artificielle, en majorité Terminator dans les yeux, et quand on a vu le pseudo araignée, d'autres films encore plus anciens, où tout d'un coup ces robots prennent un pouvoir tellement fort et avec une intelligence qui fait qu'ils anéantissent les humains. Donc pour ça, en fait, dès qu'il y a le sentiment de peur, je pense qu'il y a une recette assez générale et générique à appliquer, c'est peur égale éducation. S'il y a de la peur, c'est-à-dire qu'il faut y amener de l'éducation. S'il y a de la peur, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui nous fait peur. Et typiquement là, il doit y avoir de l'éducation à tous les niveaux, et quand on parle d'inclusif, on pense aux empêchés, on pense à des personnes qui sont handicapées, à des personnes qui ont différentes différences, mais en fait, ce que nous on voit, c'est que le inclusif, ça veut déjà dire que toutes les personnes qui sont ici doivent avoir une acculturation à ce que c'est que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est les enjeux éthiques, qu'est-ce que c'est les défis que ça amène, et ça c'est un petit bout du numérique, mais aujourd'hui l'intelligence artificielle est en train de prendre une place assez forte. On a vu les robots qui sont là, sont des robots aujourd'hui très peu intelligents de notre regard intelligence artificielle, mais ça change depuis 19 mois. Là, il vous a expliqué, voilà, on doit lui apprendre qu'est-ce qu'il faut répondre, qu'est-ce qu'il ne faut pas répondre. On a eu une technologie disruptive massivement qui s'appelle GPT-3, qui vient d'une entreprise qui avant était une fondation. Bizarrement, elle a trouvé que faire de l'argent, c'était plus important. Qui ont mis un truc complètement idiot, une intelligence artificielle qui au début prédisait le mot suivant dans un article. Donc elle a appris sur
tous les articles qui sont dans Reddit. Donc, on n'a plus besoin de lui donner la petite case qui disait il faut lui donner la connaissance. Elle a appris. Et puis, en l'entraînant à ça, tout d'un coup, on a des intelligences artificielles qui comprennent le contexte. Et là, on change d'échelle. On est en train d'arrêter ces robots où c'est tous énervés et ces chatbots où, au bout de la deuxième question, ils me répondaient tard pour barre. C'est fini, c'est vraiment fini. Et puis, depuis 6 mois, c'est en train de changer complètement le panorama. Donc là, on est sur une évolution à très court terme. Oui, et l'humain, en fait, notre cerveau, il est prêt pour comprendre le linéaire. Ça, on sait faire des compréhensions d'évolution linéaire. Notre cerveau n'est pas du tout fabriqué pour comprendre l'exponentiel. Si je vous dis le coup du grain de riz sur l'échiquier qui fait que on n'a pas le cerveau qui est prévu pour ça. Du coup, on est en train de se dire « Ouh, ça va, ça marche pas, on a encore du temps ». Et ça nous arrive en plein dans le visage maintenant. Vous souleviez la question de la peur, hein, de la peur de cette évolution, de la peur de ce numérique. Et ça me fait venir sur votre discours. Vous parliez de confiance qui doit rester au centre. Comment on arrive à avoir la confiance justement de tous sans qu'il y ait d'exclus? C'est la transparence, c'est l'ouverture. C'est pour ça aussi qu'on va pas venir sur le sujet complètement, mais il y a des initiatives aussi au niveau cantonal. Cette initiative de la Trust Valley qui a été mise en place entre le canton de Genève et le canton de Vaud pour amener de la confiance et de la transparence dans le numérique. Après, on peut parler de la typologie des acteurs qui sont au sein de ce consortium, mais l'idée c'est ça, c'est amener la transparence. Et j'adore ce que tu dis, Laura, parce que du coup, là, tu as ramené un truc réel, c'est la loi de Moore. Ceux qui ont fait de la physique, la loi de Moore, c'est x2 tous les 18 mois. Et les technologies suivent ce trend-là, voire même beaucoup plus rapidement, c'est vraiment exponentiel. Et pour les PFL, parce que du coup, je dois mettre un peu ma casquette et PFL, les PFL, oui, c'est une école fédérale, mais comme dit Catherine aussi, c'est très juste, en fait, on doit anticiper l'éducation. Et les PFL a 3 mots d'ordre au niveau de la Confédération. C'est l'excellence de la recherche, c'est l'éducation, la formation, et c'est l'innovation. L'excellence de la recherche, on peut la laisser, c'est penser horizon de 10-15 ans, qu'est-ce qui va venir disrupter, etc. Mais l'éducation, aujourd'hui, avec le programme qui est lié par le SPE, donc c'est vraiment l'entité en fait du développement de l'éducation, on s'adresse aujourd'hui aux plus jeunes. Il y a pour vos enfants, gratuitement à l'EPFL, des cours qui sont sur la robotique, la cobotique, sur l'intelligence artificielle, etc., pour toucher les plus jeunes. Puis sur l'innovation, l'idée d'amener la transparence, aujourd'hui, le mot d'ordre de l'EPFL officiel, c'est l'open science, c'est l'open source, c'est-à-dire l'innovation ouverte. On doit l'ouvrir à tous et demander, n'importe quel développeur aux 4 coins du monde peut essayer de travailler aussi sur les innovations de l'EPFL. Et quand on parle d'innovation pour tous aussi, c'est ce qui est développé aujourd'hui, on doit l'offrir à la communauté pour donner aussi l'accessibilité. Le terme aussi de dire, tiens, j'étais une fondation et je suis passé sur du business, c'est ce qu'on essaie d'éviter aussi à l'EPFL. Mais c'est révélateur aussi qu'aujourd'hui, il y a un business très fort derrière aussi cette notion de numérique. Mais aujourd'hui, l'EPFL, c'est l'éducation avant tout, et puis l'innovation ouverte, l'innovation pour tous, pour essayer d'aller d'autant plus vers cette notion d'inclusivité, que chacun peut être participatif aussi au quotidien. Comme on voit d'autant plus dans des projets d'innovation, même académiques, on parle de plus en plus d'innovation en intelligence collective, innovation ouverte, mais aussi avec des associations qui soient professionnelles, des associations de quartier. Sur des projets aujourd'hui d'urbanisation qu'on a, les PFL, on essaye d'intégrer aussi les quartiers, d'intégrer les citoyens pour qu'ils aient leur mot à donner aussi, puis comprendre aussi comment ça évolue, puis dire « Hé les gars, vous êtes partis dans un délire, ça c'est des choses qu'on ne souhaite pas peut-être aussi de notre côté ». Et ça, c'est aussi l'inclusivité de l'innovation ouverte. Vous voulez ajouter quelque chose ? Je voulais réagir. Effectivement, il y a de plus en plus d'entreprises qui font de l'argent avec le numérique, puis c'est très bien. On voit sur le panneau ici derrière, et je voulais rebondir sur ce que disait Madame Littisdorf tout au début. Finalement, c'est l'État, les communes, le canton qui sont garants de cette cohésion sociale. Et c'est hyper important aujourd'hui que ce numérique, ça devienne un objet politique, parce que les politiciens, les personnes en charge, finalement, il faut qu'elles prennent cette transition numérique à bras le corps, et puis qu'elles définissent des règles, un cadre dans lequel on souhaite que notre société évolue dans ce contexte numérique, parce qu'il faut garantir cette cohésion sociale. Et c'est tout à fait l'objet pour éviter les dérives. Pour éviter les dérives, et puis pour faire un numérique inclusif qui bénéficie à l'ensemble de la société. Alors, j'irais même un point plus loin. Ce qui est légal n'est pas éthique. Ce qui est éthique n'est pas forcément légal. Je pense que la responsabilité, alors oui, des politiques, oui, mais surtout de la société civile, va être d'imposer ce à quoi elle est d'accord. Hein. On voit derrière, aujourd'hui, ceux qui font, en tout cas, l'intelligence artificielle et le numérique sont les grands. Alors,
les Google, Microsoft, qui sont censés être des gentils, parce qu'ils se définissent comme tels. Hein. On fait des choses pour faire avancer, pour la citoyenneté, etc. C'est pas tout à fait correct. Et on a d'autres grands qui viennent d'autres pays où peut-être les enjeux éthiques sont pas les mêmes que les nôtres. Donc ça, il faut avoir une vigilance là-dessus. Et je rebondis sur des compétences pour le futur du digital. Pour faire face à tout ça, il va falloir qu'on développe des compétences. Alors, le PFL, le centre d'excellence, les enfants, les jeunes, etc. Mais n'oublions pas qu'on a toute une partie en Suisse du tissu économique qui sont des PME, on a toute une partie en Suisse qui sont des personnes non qualifiées ou moyennement qualifiées. Et ces personnes-là, il va falloir faire la transition des compétences là-dedans. C'est peut-être un enjeu un tout petit peu plus complexe que des gens qui ont l'habitude d'emmagasiner de l'information comme des gens qui sont dans des études supérieures. Il va falloir trouver d'autres stratégies pour le faire et pour moi ça c'est un des enjeux majeurs. C'est comment on va transformer la caissière non pas en ingénieur d'intelligence artificielle mais dans des métiers qui sont accessibles et qui lui permettent d'avoir une perspective de vie digne. Et à chaque fois que je dis ça, on me dit « Oui, mais ça va se passer, c'est comme la révolution industrielle, c'était linéaire, ça s'est bien passé. » Ça ne s'est pas bien passé, la révolution industrielle, pendant 70 ans. Je veux juste que ceux qui sont encore avec cet argument se replongent dans leurs livres d'histoire. C'était vraiment très pénible et il y a eu beaucoup de misère et de morts également suite à ça. Et si je peux rebondir là-dessus aussi, je pense qu'on ne peut pas faire tout seul. C'est juste pas possible. Il faut qu'on travaille tous ensemble avec nos connaissances et nos compétences pour assurer qu'on laisse personne derrière. Et puis, on a à Lausanne la chance d'avoir des infrastructures de formation et les partis politiques, cantons et villes qui sont très conscients de ce fait. Depuis, ils travaillent avec le monde de start-up qu'on a ici dans le canton de Vaud. C'est juste incroyable. Donc, je pense qu'en travaillant ensemble, on va réussir, mais c'est pas quelque chose qu'on peut attaquer tout seul. Frédéric, vous voulez peut-être rebondir sur le fait, sur le retard que certaines PME peuvent avoir dans le digital? Bah, Claire, je vais parler là-dessus, parce qu'aujourd'hui, une PME, définition officielle au niveau fédéral, c'est moins de 250 employés, c'est 99% de l'écosystème suisse. C'est la Suisse. C'est pas les gros Nestlé qu'on a ici, c'est pas les Roche, etc. Et il y a un truc hyper important, et là, Laura l'a pointé du doigt, c'est l'employabilité. C'est qu'il y a plus de 50% des jobs d'ici 2050 qu'on connaît pas. Je vais donner un exemple concret. Hier, à l'EPFL, en train de mettre en place une formation qui s'appelle le BIM, Building Information Modeling. C'est créer en fait des jumeaux numériques des bâtiments, traiter les réseaux énergétiques, etc. Puis la question qu'on a eue de la personne qui va gérer le centre de formation, c'est qui votre public cible? Puis à un moment, j'ai dit, mais public cible, c'est les gens qui sont à l'AI. Puis on m'a dit, mais pourquoi? Je dis, ce métier-là, il y a beaucoup de gens qui sont à l'AI aujourd'hui, qui sont en pénibilité physique parce qu'ils ont travaillé sur des chantiers. Ils ont une expertise, une connaissance du chantier, sur le réseau énergétique, sur le construit et le bâti. Eh ben, c'est ces gens-là qu'on doit amener sur le digital parce qu'ils sont incapables aujourd'hui physiquement de pouvoir travailler sur ces métiers-là. Par contre, leurs compétences, et si on les forme sur ces métiers de digitalisation des bâtiments, ben là, on a réussi ce succès de lier les deux. Et tous ces métiers, et j'adore, une fois, j'ai entendu Laura qui m'a dit, mais tiens, les métiers du futur, sur une conférence, demain, je vais être data cleaner, demain, je vais être éducateur d'algorithmes, etc. Ben, c'est ces métiers-là, en fait, qui sont en train de se créer aussi, et c'est là qu'on doit apporter aussi cette notion de casser les silos et puis de penser à l'avenir et de pas penser élitiste, mais dire les métiers pour tous. Comme la caissière aussi, elle a son rôle à jouer. Et c'est l'expertise humaine. De nouveau, c'est une grosse bêtise de dire que le digital va remplacer l'humain, etc. C'est l'humain au cœur et à centre. Et en fait, le digital, ce sont que des outils. De nouveau, c'est pas une finalité, ce sont des outils au service d'eux qui vont permettre de prendre peut-être des meilleures décisions dans des contextes donnés, etc. Mais c'est l'humain qui est vraiment au centre. J'ose. Ce discours, il est vrai si on décide qu'il est vrai, que l'humain va rester au centre. Ce discours, actuellement, en tant que fondation dans la réalité des confrontations de terrain, c'est pas un vrai discours. Soyons pas angéliques. Il y a des entreprises dont l'option est de remplacer l'humain. Ça, c'est la réalité. Donc, la responsabilité en tant que moi humaine, c'est de dire comment je peux trouver ma valeur ajoutée. Aujourd'hui, ce que
peut-être l'intelligence artificielle nous permet de faire comme choix, c'est de passer de l'ère de la productivité à l'ère du travail avec du sens. Ce choix-là, c'est-à-dire de dire la productivité pure des entreprises doit plus être quelque chose d'acceptable si on n'a pas un 360 degrés de retour du bien commun. Et aujourd'hui, si on choisit ce chemin-là, et l'intelligence artificielle peut nous le faire accélérer, c'est-à-dire on peut libérer l'humain des tâches pénibles. Au début, quand je disais ça, j'étais là, oui, parce que vous vous rendez compte, être tout le temps à faire la même tâche répétitive, c'est super fatigant, c'est pénible, il y a une faible mobilisation cognitive. Et en fait, c'est pas vrai. C'est assez reposant. Et quand vous avez travaillé pendant 8 heures par jour, si je vous demande d'être que dans des situations complexes, au bout de 3 jours, je pense, on est tous en train d'exploser. Mais il y a vraiment de retrouver du travail avec du sens, qu'il soit répétitif ou pas, de trouver là où l'humain a sa valeur ajoutée. J'ai beaucoup aimé votre super assistante que vous ne remplacerez jamais. Dans la vraie vie, j'ai eu des super assistants, puis j'ai eu des gens que j'aurais vraiment vachement voulu remplacer parce qu'ils sont lunatiques, parce que je vais prendre un café et puis la serveuse est pas agréable, puis moi je viens ici pour être coucounée, parce que, etc., etc. Donc il y a peut-être des choses que l'intelligence artificielle va faire et bien faire dans le relationnel, je pense. La différence, elle est pas là. La différence, c'est l'humain qui fait son travail. S'il le fait avec un sens pour lui, avec un vrai sens, il va le faire et il va le faire bien. Et je pense que c'est ça notre défi. Et oui, on pourrait arriver à des entreprises qui remplacent par des intelligences artificielles. Si on a envie que ce soit pas le cas, ben, on est là et on peut prendre ce choix. Ou tous autant qu'on est là-dedans. Quand on parle justement de remplacer des humains par une intelligence artificielle, on est déjà très très loin dans la projection. On a l'impression qu'on est très très loin. Si je me mets à la place du patron de PME qui a sa petite entreprise, pour lui, l'intelligence artificielle, ça lui parle pas du tout. Il a encore tous ses documents sur du papier. Comment cette personne-là, il arrive à se sentir inclus dans cette évolution-là ? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, au PME, ils ont l'impression d'être très loin. La PME a l'impression d'être très loin. À Genève, on a lancé avec le canton un programme d'accélération à l'adoption d'intelligence artificielle. Et puis, on nous a demandé à nous, en tant que fondation, simplement parce que pour nous, à côté de accélération à l'intelligence artificielle et son adoption, il y a éthique robuste et légale. Et s'il n'y a pas ces 3 adjectifs derrière, ça nous intéresse pas d'aider les PME à adopter de l'intelligence artificielle. Mais ça veut dire que toute entreprise, à partir de 1, 2, 3, 10, 15, 20 employés, peut commencer à faire cette réflexion. Comment je peux libérer certaines tâches qui sont faites par des humains, par de l'intelligence artificielle, mais par de la digitalisation, et comment je peux après remettre mes collaborateurs dans des tâches qui ont du sens et travailler avec eux à leur employabilité. Donc, c'est faisable, on a l'impression que c'est loin, ça l'est pas. On vient de finir un festival. Ah oui, l'autre chose que lorsqu'on parle d'intelligence artificielle et de numérisation, les gens c'est ouais non, j'ai pas tellement envie de regarder. Oui, ça m'intéresse, mais et finalement on parle toujours aux 100, 200, 300 mêmes personnes. C'est pas ça. On a besoin de parler à tout le monde. Je regrette que le monsieur avec son enfant soit parti plutôt que nous laisser avec son enfant qui gazouillait, parce que tout le monde a besoin d'entendre ce genre de choses. Et une des choses, voilà, on a créé un festival en se disant si on passe par là, on va arriver à éduquer sur l'intelligence artificielle de façon assez drôle. Et en plus, lorsqu'on parle de numérisation, de digitalisation, d'intelligence artificielle, on dit tout le temps ouais, mais c'est pas créatif. Voilà, on a voulu montrer que oui, c'est créatif. On a créé des résidences avec des artistes non-tech qui ont utilisé de l'intelligence artificielle, qui ont fait un opéra d'ailleurs. Donc, on n'est pas à dans 5 ans, on est maintenant. Et ces mentalités, elles sont déjà en train de changer. Celui qui ne se sentait pas du tout concerné il y a 2 ans, il va petit à petit se sentir un peu concerné quand même par cette évolution ? Non, je pense qu'on est toujours les 200 mêmes. Et je parie que ceux qui sont dans la salle, vous êtes à plusieurs conférences. Et c'est ça un défi, en fait, c'est de sortir des 200, 300, 400, 1000, 1500, j'en sais rien. Même, c'est ceux qui ne se sentent pas concernés, notre enjeu. Ce n'est pas ceux qui se sentent concernés. Et peut-être, Catherine, au niveau cantonal, comment on arrive justement à concerner les gens, à faire en sorte qu'ils se sentent
qui se sentent impliqués? J'ai envie de dire que malheureusement aujourd'hui les gens se sentent concernés de manière très négative. Enfin, vous savez que dans le canton de Vaud ces derniers temps on est vraiment sujet aux cyberattaques. Et le secteur privé, enfin voilà, ça a été des communes, hein, on a vu les cas de Rolle et de Montreux, mais il y a aussi des PME qui sont concernées. Et aujourd'hui, on se rend compte de l'impact numérique via les cyberattaques. Et c'est dommage. Et moi, je comprends que l'intelligence artificielle, ça soit encore très loin pour les gens des PME, parce que on n'arrive pas à se dépatouiller dans ce monde-là. Il y a tellement. On se fait attaquer, les données se retrouvent en ligne, on ne sait pas comment gérer. Les gens, ça a des impacts psychologiques, c'est limite des syndromes de stress post-traumatique. Les gens vivent dans des cyberattaques de ce type-là. Donc par-dessus l'intelligence artificielle qu'on ne comprend pas, qui est un mot qui fait quand même peur, hein, quelque part, parce que c'est très futuriste, etc. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens sont concernés un peu par la négative ou reçoivent des sortes de claques dans la figure quand il y a des attaques. Mais comment on donne les compétences à tout le monde pour prévenir ces attaques, parce que finalement, souvent, le bug, il vient pas des développements informatiques. Hein. Le bug, il est entre on dit toujours qu'il est entre la chaise et le clavier. Donc, comment on fait pour prévenir ça? Et nous, on croit vraiment fort à la sensibilisation et puis surtout à une montée des compétences de l'ensemble de la population. Mais c'est vrai qu'il y a des publics qu'il faut toucher, qui ne sont pas forcément les premiers publics. Je pense aux personnes en situation de handicap ou bien les réfugiés. Voilà, ça c'est aussi des publics qu'on essaie de toucher. C'est pas évident. Mais je pense que peut-être, oui, c'est malheureux qu'on a ces attaques, mais pour nous, c'est une opportunité. Parce que les gens écoutent aujourd'hui. Et peut-être on devrait utiliser ces malheurs pour faire du bonheur au niveau du digital et faire passer le message. Je suis complètement d'accord. On est un peu dans un tourbillon. C'est un peu la loi des séries en ce moment, mais effectivement, je vous rejoins là-dessus. Vous disiez justement prendre tout le monde avec. Quels sont les outils qui sont à disposition aujourd'hui des administrations, que ce soit communales ou cantonales, justement pour réduire cette fracture numérique? Alors nous, on travaille donc au niveau du canton sur deux axes. Alors le premier axe, c'est la sensibilisation hein, via des campagnes, etc. C'est assez standard. Aussi au sein de l'État directement, c'est quand même 14 000 collaborateurs, l'administration cantonale vaudoise. Donc il y a pas mal de campagnes de sensibilisation aussi en matière de cyberattaque et des choses comme ça. Et puis le deuxième axe auquel je crois beaucoup, qu'on essaye de mettre en place au niveau du canton, mais qui a l'air d'être un axe fort de la stratégie numérique lausannoise, c'est cet aspect de participation, de vraiment impliquer les gens très tôt dans le développement alors je vais parler pour le canton, des prestations en ligne. Donc quand on développe une prestation en ligne, notre idée maintenant, c'est très tôt de prendre les bénéficiaires pour qu'au final, le formulaire qui est en ligne, il soit pas dans un langage administratif compréhensible par personne, qui soit vraiment utilisable par la population, les entreprises, et puis qu'au final, les gens bénéficient du numérique, parce qu'on voit les enjeux du numérique, les risques qui sont associés au numérique, mais il faut surtout se rappeler que le numérique, ça nous facilite tellement la vie. Alors moi, je me suis retrouvée hier soir, comme plein de monde, à essayer de rentrer à la maison, et c'était vraiment compliqué, mais avec mon seul smartphone, j'ai pu avoir des infos rapidement, j'ai pu trouver un taxi, trouver des gens avec qui le partager, rembourser les gens via une app, les gens qui avaient pris en charge le montant du taxi, les rembourser, c'est des gens que je connaissais pas du tout, que je reverrai jamais. Donc oui, ça facilite la vie. Donc comment on fait pour que les gens puissent bénéficier de ça? Nous, on pense vraiment à ces méthodes de co-création, ces méthodes collaboratives où on embarque les gens très tôt. Mais ça, c'est aussi un changement de mentalité au sein de l'administration qu'il faut opérer, parce que d'habitude, l'administration travaille quand même très en silo, très en vase clos, et cette transversalité du numérique, voilà, c'est une culture aussi qui a changé au sein des administrations. Julia, je vois sourire. Oui, je pense que malheureusement, les gens pensent qu'un projet digital numérique, c'est le travail de l'informatique. Donc, mon service à la ville de Lausanne, c'est absolument pas le cas, et ça peut pas rester comme ça. Donc, on doit faire comprendre aux gens qu'on a besoin d'eux pour assurer qu'on fait les choses comme il faut. Parce qu'il y a rien. Je reviens à ce sujet que je commençais avec mon prof qui disait, votre grand-mère, elle comprend ce que ça veut dire enter sur un clavier? Non.
Elle a aucune idée. On doit avoir les choses qui parlent aux gens, que les gens peuvent trouver facilement. Ils n'ont pas besoin de chercher pendant les heures pour trouver l'information. C'est évident ce qu'ils ont besoin de mettre en place. Et pour ça, on doit impliquer les gens au plus tôt dans ces projets. Et c'est pas quelque chose qu'on donne à l'informatique et tout d'un coup, il y a ce truc qui arrive que, waouh! Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que malheureusement, nous sommes en tant qu'informaticiens, dans cette bulle de technologie. Et les informaticiens ne sont pas les bons communicateurs dans la plupart des cas. Et puis on ne sait pas mettre les choses simples en place. Donc, on a besoin de participation des gens, donc dans ces cas, les habitants de Lausanne dans mon cas, et puis les collaborateurs de l'administration pour nous aider à assurer que ce qu'on met en place fait du sens et ce qu'apporte de la valeur à des vies des gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on tient vraiment à cœur. Et de nouveau, avec le lancement de notre académie pour faire avec les autres acteurs sur le marché et puis les cours qui font du sens aussi pour que les gens arrivent à savoir où se trouve l'information et comment l'utiliser. Vous voulez réagir ? Je voulais juste réagir en disant apporter de la valeur, oui, mais tout en restant un partenaire de confiance. Et là, je pense qu'on doit être très transparent sur l'utilisation qui est faite des données des citoyens, sur les éventuels problèmes en matière de protection des données qui peuvent survenir, etc. Cette notion de la sphère privée, on sent dans la population vraiment un intérêt de plus en plus fort et puis une sensibilité à ces questions-là. Donc là, on a aussi un rôle en tant qu'administration de faciliter la vie des gens, leur apporter de la valeur, mais tout en leur garantissant un cadre qui soit le plus sûr possible. Justement, cette confiance, garder la confiance, ça freine les développements ? Il y a une chose aujourd'hui qui freine le développement, à mon avis, de façon majeure, c'est la diversité. 12% de femmes dans l'intelligence artificielle aujourd'hui, 88% des programmes qui sont développés par des hommes blancs 35-47 ans, si je me trompe pas, cisgenres, ce qui fait qu'on se pose pas ces questions parce qu'on reste en huis clos, hein, ce que disait Julia. Vous n'allez pas pouvoir mettre en place une intelligence artificielle où on peut avoir confiance, non pas parce que c'est des hommes, mais simplement parce que on se pose pas les questions en étant dans son CEO. On n'a pas tout d'un coup un expert métier qui dit oui, mais on n'a pas pensé à ça. On n'a pas tout d'un coup une femme qui dit bah c'est super votre application pour perdre du poids ou qui est gamifiée, mais en fait mon mindset à moi il est pas du tout sur la gamification. Donc du coup j'ai pas accès à une amélioration de la santé parce qu'elle est que prévue pour des mindsets qui sont dans la gamification. Donc confiance va pouvoir aller de pair avec, et j'insiste, diversité. Le fait d'avoir plus de femmes, c'est juste le premier pas. C'est le premier pas parce que si aujourd'hui je vous dis est-ce que vous êtes pour avoir plus de femmes dans la technologie, il y a personne, même si vous pensez que c'est pas important, qui va oser dire non, c'est pas important parce que vous allez vous faire fusiller sur place. Donc c'est un peu le plus de femmes dans la technologie, c'est le premier pas, mais le vrai enjeu, c'est plus de diversité dans la technologie et dans ceux qui la programment. Google, hier, on m'a dit dans une conférence, oui, mais c'est bon, les gros groupes, ils ont plus de diversité. Non, c'est pire. Ils ont pas plus de diversité, ils ont plus d'amplification des biais actuels de la société. Donc voilà, c'est diversité et confiance, pour moi, vont aller de pair et l'un va pas pouvoir se faire sans l'autre. Moi, je pense aussi que c'est un problème pour nous, pour la formation, pas que de la population et les gens qui utilisent le numérique, mais les formations dans les équipes. Pour les parties protection des données, c'est très difficile de faire comprendre aux gens le travail qu'il faut pour assurer qu'on fait tout pour prendre le minimum d'informations pour faire le travail. Dans le passé, quand on a eu des campagnes de marketing, on prenait, oh oui, on prend cette information-là, oui, on prend la date de naissance parce que ça peut être intéressant plus tard pour faire des démographiques. On prend le sexe de la personne, on prend leur adresse. Aujourd'hui, c'est juste impensable qu'on peut prendre toute cette information si on n'a pas une vraie raison pour la récolter. Et les gens, aujourd'hui,
ils n'ont pas ça en tête quand ils font le premier design des systèmes. Et on a besoin de faire une forte formation au niveau des informaticiens pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font avec cette information qu'on est en train de prendre et comment on le stocke et comment on l'utilise. Et pour moi, c'est un enjeu majeur dans mes équipes, c'est d'assurer qu'ils savent exactement ce que nous sommes en train de faire avec ce qu'on programme aujourd'hui. On sent justement la responsabilité dans ce domaine. Vous, en tant qu'académicien, c'est quelque chose que vous notez aussi, cette responsabilité que finalement ont les développeurs aujourd'hui d'être inclusifs et d'être représentatifs de la société? Et c'est un enjeu clairement à l'EPFL aussi sur le gender equity. Donner l'exemple aussi de ma faculté où je travaillais l'environnement, architecture, génie civil, aussi beaucoup de data scientists. Aujourd'hui, on a plus de 60% de femmes qui sont à des postes de professeurs, etc. Et la tendance a été inversée sur les 5 dernières années. Donc il y a aussi cette prise de conscience qui est là, et tant mieux. Mais il y a un point aussi qui était important pour moi, c'est ce côté citoyenneté puis prise de conscience. Et il y a un exemple que j'adore et du coup c'est pour rebondir aussi sur les smart cities. Aujourd'hui, d'ailleurs, le terme smart city commence à être complètement désuet. On parle de sustainable city, de ville durable. À moins que le terme smart, ça soit simple, malin, accessible, résilient, transparent, etc. Mais quand on regarde Google, ce qui s'est passé, ce que Google a voulu travailler sur les smart cities, par exemple à Toronto, ils se sont fait botter le cul, mais tellement fort par les citoyens, comme Cisco aussi, qui avait des programmes de smart city avec tout leur système d'IoT, etc. Personne n'en veut en fait, parce qu'il y a une prise de conscience globale aussi de la citoyenneté que la ville de demain, et ça je parle en tant que ville de Lausanne aussi, qui est proactif aussi sur un des gros projets qu'on a monté à l'EPFL, sur cette notion de ville du futur, qui soit une ville durable, citoyenne, etc. Il y a une vraie prise de conscience de la citoyenneté et de l'inclure dedans, dans les genres, dans la catégorie de population, etc., pour pouvoir arriver à casser ces limites ou ces silos et d'être totalement dans cette inclusivité. Et d'écouter finalement aussi les utilisateurs, parce que le dernier point, pour moi aussi, quand on parle de ville, on parle de territoire, mais en fait, qui vit dans ces villes et ces territoires, c'est nous en tant que citoyens. Donc c'est nous qui sommes les utilisateurs et consommateurs, entre guillemets, final. Et c'est nous aussi qui avons un impact pour ce changement climatique, que c'est un point très important dans cette notion du numérique responsable. Ça, c'est quelque chose qui vous parle, Catherine? Le numérique responsable au niveau de l'état de Vaud? Ouais, c'est quelque chose qu'on essaye de traiter. C'est vraiment finalement de faire du bon numérique, du numérique qui soit utile et pas simplement faire du numérique pour faire du numérique. C'était vraiment l'idée du Conseil d'État vaudois qui a adopté en 2018 une stratégie numérique pour vraiment cadrer l'action de l'État, faire en sorte que l'État garde une action cohérente autour de cette transition numérique. Et pas simplement dire le numérique c'est tout le temps super, allons-y, numérisons tout ce qu'on peut, etc. L'idée autour du numérique responsable, c'est vraiment de faire un bon numérique, un numérique qui fasse du sens, sous plusieurs axes. Hein. On en a parlé beaucoup, l'axe de vraiment impliquer les gens, de faire en sorte que ça a de la valeur pour eux, et puis de pallier un peu d'un côté à ces risques sociétaux qui sont liés à l'hyperconnectivité, le fait qu'on est tout le temps en contact avec nos smartphones et compagnie, et quel impact ça a sur notre bien-être. Et puis l'autre aspect qui est intéressant, qui est en train de monter, et puis c'est finalement très lié à ce que vous disiez sur les villes, le numérique, on a l'impression que c'est dans le nuage, c'est le cloud, etc. Mais pas du tout. Le numérique, c'est quelque chose d'extrêmement tangible. C'est des ressources qui sont très limitées. Ça a un impact sur le territoire. Aujourd'hui, faire du télétravail, c'est possible grâce au numérique, mais finalement, ça va avoir un impact sur le territoire, ça va avoir un impact sur notre mobilité. Ça veut dire qu'il faut peut-être aussi repenser nos logements. Faut peut-être repenser nos quartiers pour donner la possibilité à ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir un bureau à la maison, d'avoir un espace de coworking à proximité. Tout ça pour dire que le numérique, il a pas qu'un impact sur ce qui est intangible, il a un impact qui est très tangible sur le territoire. C'est cet impact environnemental qu'on essaye aussi de travailler. On vient de lancer, ça a commencé lundi, et puis il y a des équipes de la ville de Lausanne qui participent, et ça nous fait extrêmement plaisir. Un défi durabilité autour du numérique responsable, donc c'est pour le personnel de l'État, puis on a invité nos collègues lausannois à y participer. Il y a un vrai engouement là autour, au sein de l'administration. Il y a pratiquement 10% des employés de l'administration qui participent à ce défi-là. L'idée, c'est vraiment de se poser aujourd'hui la question, quelles sont les petites actions que je peux faire pour aller dans ce sens-là d'un numérique qui a moins d'impact énergétique, etc. Voilà. Donc c'est un thème qui est assez chaud chez nous actuellement. J'imagine. Quelqu'un veut réagir à ça?
Non? Oui. Bon, Lausanne a l'idée en tête, avec le travail de M. Schleppi, d'obtenir le label numérique responsable. Donc, on fait un travail avec beaucoup certaines institutions aujourd'hui pour voir où nous sommes aujourd'hui, avec l'idée qu'on veut réduire notre impact sur l'environnement, parce que c'est très important pour nous. Et puis, aller vers, on n'est pas là aujourd'hui, on est vraiment au début. Voilà, je pense que le canton est dans la même situation, mais de prendre en compte toutes ces mesures pour voir ce qu'on peut faire pour réduire l'impact qu'on a sur l'environnement. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je me tourne juste vers Jean-Daniel. On passe aux questions? Oui, les questions, du coup, c'est vous qui les transmettez? J'en ai plusieurs. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous vouliez ajouter encore avant qu'on passe aux questions? Non? Très bien, alors à vous la parole. Très bien. J'espère que les gens à distance m'entendront également. Oui, je crois que c'est bon. Les questions me viennent par Slido, comme ça je peux globaliser les questions qui viennent depuis les gens à distance et les gens qui sont dans la salle. La première question, c'est est-ce que la ville doit être soutenue par la Confédération ou par le canton? Alors je pense que c'est pareil pour le canton. Est-ce que le canton doit être soutenu par la Confédération dans cette transition numérique? C'est clair que, comme j'ai dit, c'est un travail qu'on doit faire ensemble. C'est impossible de travailler tout seul dans un silo. Et puis la Confédération aujourd'hui est en train de se rendre compte qu'on doit avancer avec ces sujets numériques et tout le monde a leur part à jouer dans cet enjeu. Et c'est important que, oui, à tous les niveaux, qu'on travaille ensemble. Peut-être la voix du canton. Oui, c'est hyper important que tout le monde travaille ensemble, qu'on ait une sorte d'infrastructure de base qui soit disponible des uns et de toutes les administrations du pays. Ça, c'est hyper important. Après, on reste dans un État fédéral qui est aussi une force, et on le constate tous les jours. C'est un challenge de finalement, les cantons doivent rester souverains sur leurs données, etc. Les communes sont autonomes. Donc, comment tout ça se règle avec la Confédération? C'est un sujet qui est assez brûlant actuellement. On voit la Confédération qui vient d'attribuer ce mandat, alors vous l'avez peut-être suivi, de service cloud aux grands acteurs américains et chinois. Eh ben nous, au niveau du canton, c'est une décision qu'on a de la peine à comprendre. On a la ville aussi, parfait. Le citoyen aussi. Donc voilà, il y a des décisions qui sont prises au niveau de la Confédération qu'on comprend pas forcément. Donc on voit pas non plus la ligne numérique forcément de la Confédération. Puis au niveau du canton, on a nos stratégies numériques, on essaye d'avancer avec certains principes forts de souveraineté aussi qui sont définis dans ces stratégies. Voilà, je pense que le fédéralisme, à l'épreuve du fédéralisme numérique, ça reste un beau défi pour les prochaines années. Il y a une limite qui a été montrée, mais il y a un truc que j'adore aussi, je reprends, mais c'est l'éloge du tout petit ou de local. Il y a un truc qu'on dit de plus en plus d'un niveau mondial sur les objectifs de développement durable, c'est l'agenda 2030, réduire la pauvreté, l'impact climatique, etc. On n'atteindra jamais ces objectifs-là si on ne fait pas des actions locales. Et en fait, il faut se dire que nos villes, nos territoires sont des living labs. On peut s'amuser à tester, etc. pour avoir les bonnes pratiques, etc. Et c'est que par des actions locales qu'on arrivera aussi à démontrer les choses et à prouver. Donc finalement, il y a cette limite de ces grandes statues de pierre qui sont énormes, etc. Et de dire finalement à l'échelle beaucoup plus petite, on peut être acteur et moteur et démontrer que c'est jouable et faisable dans un écosystème qui est beaucoup plus agile finalement. Je pense qu'on peut montrer l'exemple à tous les niveaux, hein. Même au niveau ville, ça ne veut pas dire qu'on sait faire quelque chose que la Confédération ou le canton peut prendre en considération. Et puis, tout le monde doit regarder ce qui est possible de faire à leur niveau et puis partager cette information. Et il faut juste qu'on fait les choses avec l'intelligence, parce qu'on a tendance aussi de penser qu'on sait mieux que les autres et puis faire des choses dans notre coin, et on multiplie les systèmes, et puis donc on a ces détriments à l'environnement et notre façon de vivre. Il faut avoir les standards qu'on met en place qui sont appliqués de partout, mais ça peut venir des tout petits jusqu'au tout grand. Il faut qu'on a
humilité d'accepter que peut-être on devrait regarder les autres et puis inclure toute l'information qui vient autour de nous. Et comme j'ai dit avant, c'est très important et je pense que on a bien compris dans le canton de Vaud que travaillant ensemble, on peut faire des choses qui sont très très intéressantes et très performantes. Moi, je suis par exemple, pour la Confédération, je suis assez inquiète qu'ils pensent que c'est une bonne idée et qui persistent et signent que c'est une bonne idée de mettre les données des citoyens dans le cloud de Alibaba chinois, par exemple. Et ça m'inquiète beaucoup parce que ce que ça veut dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'acculturation aux enjeux qui sont là. Ils le font pas dans l'idée de dire ah oui, on fait juste pour vous provoquer. C'est qu'ils voient pas les enjeux. Et en fait, si on décline ça à tous les niveaux, à la confédération, au canton, à la ville, à la commune, au quartier, à l'individu, tant que de haut en bas et de bas en haut, il y aura pas cette acculturation autour de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a comme responsabilité, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu, on va prendre beaucoup de mauvaises décisions et on va persister et signer. Hein. C'est pas gagné encore, hein, le coup du cloud. Il y a une initiative pour la souveraineté suisse. Je trouve aberrant aujourd'hui qu'on doive mettre en place une initiative pour dire qu'on veut la souveraineté numérique face à eux, quoi. Enfin, c'est genre why? Je pense que beaucoup d'enjeux sont faits sur le fait que ça coûte moins cher. Mais il faut qu'on comprenne aussi que peut-être des fois, on doit dépenser un peu plus pour faire les choses correctement et assurer la souveraineté de nos données. Le fait que Alibaba peut être 100 fois moins cher ou 10 fois moins cher, ça devrait pas prendre tout le poids que ça prend aujourd'hui. Et on doit considérer ce que nous sommes en train de faire avec nos données et puis ce qu'on est en train de mettre en place. Et ça devrait prendre plus d'importance quand on prend des décisions dans quelle direction on veut aller avec le numérique. Ça revient à ce que je disais au début, on doit passer de l'ère de la productivité à l'ère du sens. Enfin, je veux dire, l'ère de la productivité, on l'hérite de l'ère industrielle. Hein. Il faut mettre les gens dans des bureaux, il faut des cadences, il faut des chefs qui vérifient les cadences. Et puis si vous avez 9 mètres carrés, ça vous suffit. C'est de l'esclavagisme, en fait. On l'appelait comme ça avant. Mais il faut qu'on arrête ce genre de choses pour que l'humain soit à sa bonne place. Et la productivité, elle a un objectif qui est uniquement financier et on doit plus pouvoir le tolérer. Enfin, ça doit même plus être une discussion. Le prix est moins cher, donc on y va. C'est des mentalités arriérées, en fait, qui vont nous amener dans le mur où on est déjà. Donc. Jean-Daniel, une autre question? Oui, j'ai une autre question alors qui va vraiment dans la ligne de ce qui vient d'être dit, mais je pense que vous l'avez en partie répondu. La question est de celle de la compréhension qu'ont notamment nos politiques. Et là, je pense qu'on parle de législatif, puisqu'on a bien vu que l'exécutif était tout à fait au fait. Voilà. Mais j'ouvre la question aussi à Madame Litisdorf, si vous avez un élément de réponse. Est-ce que effectivement les politiques au sens large ont la compréhension nécessaire pour cette préparation à la transition numérique? Moi, je vais donner juste un exemple, mais c'est pour venir aussi. Une fois, je me suis trouvé, parce que là où je travaillais avant, j'étais sur travaillais au canton de Genève et on devait refaire passer des projets de financement. Et du coup, en face de moi, j'avais un conseiller d'État. J'avais des personnes de la politique, des gens qui étaient au niveau député, etc. Et puis, je leur ai donné un exemple de l'impact du digital pour les PME, pour débloquer un fonds d'accompagnement à la transition des PME. Et l'exemple que j'ai pris, j'ai dit, tiens, toi, conseiller d'État, tu es Rolex. Toi, tu es Richemont, tu es donc des grandes marques horlogères, etc. Puis toi, tu t'appelles Microedge. Toi, tu t'appelles Tartampion, des tout petites structures de PME. Puis Rolex arrive à côté de la petite PME, puis dit, tiens, demain, en fait, tu vas contrôler 100% des pièces que tu me sors, mais au même prix qu'avant. Puis tu dis, mais c'est pas possible, du coup, j'ai passé plus de temps, je vais te payer moins cher, je vais perdre sur mes marges, etc. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai intégré un système d'intelligence artificielle avec de la vision qui va pouvoir de la sélection, du tri sélectif, etc. Ah, ok, hyper intéressant. Puis ça va me coûter combien si je dois l'installer? Ah, c'est entre 80 et 100 000 francs. Puis là, on montre le clash en disant, tiens, oui, il y a une notion de différenciation, une compréhension. Puis là, ils se disent, ok, faut qu'on aide les PME à pouvoir embarquer dans cette notion digitale, etc. Et de nouveau, on tombe sur cette notion de prise de conscience. Et l'idée, c'est que même si on parle du cloud, se dire, mais comment une appel d'offres comme ça peut sortir en se disant, on ne réfléchit pas, etc., c'est peut-être qu'il y a un manque
de compréhension. Et je pense que, et là, j'aimerais aussi mettre en avant un point qu'on avait discuté, mais c'est toutes ces associations, toutes ces fondations qui sont là aussi pour mettre en avant puis ouvrir au grand public, mais aussi ces politiques qui devraient venir plus régulièrement de se dire, on nous immerge dans un cas concret et on réalise en fait ce qui se passe. Et c'est pas de mauvaise foi des politiques, mais c'est peut-être un manque aussi de pied dans le terrain, de comprendre ce qui se passe au quotidien. C'est juste mon point de vue. Mais est-ce que les mentalités justement évoluent au sein des politiques? On le voit avec votre nomination en tant que délégué au numérique dans le canton de Vaud. Il y a une prise de conscience collective quand même? Je ne sais pas si elle est collective, mais aujourd'hui, il y a vraiment des politiciens et des politiciennes, c'est peut-être plus souvent des femmes, mais c'est intéressant, qui sont capables de traiter ces sujets-là, puis qui ont une vision sur ces sujets-là. Et je pense dans le canton de Vaud, c'est le cas de plusieurs personnes, et c'est ça qui permet aussi un dialogue riche. Au niveau du Grand Conseil, il y a de manière générale, le Grand Conseil vaudois, il y a une vraie sensibilité, par exemple à la question de la protection des données personnelles, avec une loi sur la cyberadministration où le Grand Conseil, où le Parlement a vraiment renforcé cette notion de protection des données personnelles. Au niveau bernois, enfin fédéral, disons à Berne, il y a quelques politiciens qui émergent maintenant autour des questions numériques. Peu de romans, malheureusement, je dois dire. Mais ça commence à venir. Faut pas oublier que le 7 mars de cette année, on a voté sur la loi sur les systèmes d'identification électronique, la loi EID, qui a été refusée par le peuple. Alors nous, on était contents parce qu'on était contre dans le canton de Vaud. C'est la première fois, je crois, au monde qu'il y a eu une votation populaire sur un objet technologique. Et on se rend compte que il y a des politiciens qui ont dû s'exprimer à ce moment-là. Il y a les citoyens qui se sont exprimés. Alors il y a des associations qui pensent que les gens n'ont rien compris, puis c'est pour ça qu'ils ont voté non. Et non, je pense pas. Je pense que les gens ont compris des enjeux, en tout cas en matière de protection des données personnelles, qui était un des points d'accroche de ce projet de loi. Donc c'est en train d'émerger. Il n'y a pas autant de monde qu'on souhaiterait au niveau politique qui a cette compréhension, puis qui est capable d'avoir une vision politique. Mais il y en a. En tout cas, moi, je ne désespère pas du tout, et je trouve que ça vient de plus en plus fort. Moi, je vais rebondir sur quelque chose que Laura avait dit avant, c'est la peur. Et je pense qu'il y a toujours beaucoup de monde qui ont peur de la technologie, et ça applique à tous les niveaux, et même les politiciens. On a besoin de former et expliquer et être transparente pour que tout le monde puisse comprendre les enjeux. Et c'est très important qu'on fait ça maintenant. Je vais faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas normal d'avoir un peu peur aussi quand même? Moi, quand je vois Facebook qui devient méta, qui mise sur les métaverses, il y a un truc un peu abyssal qui, moi, par exemple, me fait un peu peur quand même. Oui, mais c'est clair. C'est pour ça que je dis, dans ces cas-là, et c'est très important qu'on fait de la formation et on explique aux gens les décisions qu'ils prennent en utilisant ces technologies-là ne sont pas anodines. Et puis même quand on regarde les jeunes, je vois mes filles qui mettent tout et n'importe quoi sur ces plateformes-là sans se rendre compte ce qu'ils sont en train de faire. Et les enjeux futurs pour leur carrière, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de mettre leur vie en danger pour des jobs du futur. Mais sans la formation, la sensibilisation des gens, on ne va pas avancer et on va prendre les mauvaises décisions. Et toute la partie éthique que Laura parlait avant, c'est très important qu'on fait des choses qui sont correctes et correctes pour tout le monde, pas pour les minorités qui sont les enjeux. De nouveau, c'est autour de l'argent. Alors peut-être je tourne des fois en boucle, hein, vous m'en excuserez, mais il y a un seul remède à la peur, c'est la connaissance. Il n'y a pas d'autre façon de faire. La peur, c'est une bonne chose. Ça nous a préservés. On n'a plus besoin de se préserver des mêmes choses qu'on avait. Donc c'est un instinct qui reste très fort. Mais le seul remède à ça, c'est mieux connaître, mieux comprendre. Et alors moi, plus que la peur, ce qui me fait sourire souvent mais avec vraiment bienveillance, c'est il y a un sentiment de honte. Si vous allez, je sais pas, en soirée boire un pot et qu'on commence à parler d'intelligence artificielle, moi je suis la non-tech de l'équipe, donc si je suis avec des gens comme Julia, etc., je suis là, oh mon Dieu, ah non, mais ça j'ose pas lui demander parce que j'ai pas tout à fait bien compris, etc. Mais ça, c'est à tous les niveaux.
Au festival, on a eu 500 élèves qui sont venus visiter le festival. Puis on voyait, il y en avait qui connaissaient, qui commençaient à dire oui, moi je sais, moi je sais, moi je sais. Puis tout d'un coup, les autres qui étaient ouais, non, mais moi je sais pas, mais j'ose pas trop dire. Mais ça se passe au niveau du directeur, de la directrice de la PME, ça se passe au niveau du département, le chef, la chef du département qui dit ouais, mais oui, je connais, mais en fait, je peux. À un moment, on se coince soi-même parce qu'on n'ose plus dire que je comprends pas très bien la différence intelligence artificielle, programmation, j'ai compris un truc, mais il y a Terminator, enfin, et il y a ce côté un peu de honte qu'on comprend pas très bien. Et je pense que dans la politique, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets, beaucoup de choses qu'il faut appréhender. Et en fait, il y a des priorités. Et aujourd'hui, ce que la crise Covid nous a montré, c'est que ça, c'est une grosse priorité. Parce que si on ne la prend pas maintenant, on va augmenter les inéquités. C'est ce qui s'est passé. Dans le domaine de la recherche, en fait, les femmes ont sorti moins de papiers que les hommes sur ces 2 dernières années. On a augmenté la paupérisation. Alors super, tout d'un coup, il y a un article qui dit non, mais c'est pas si grave. Il y a toujours le même nombre de personnes à l'aide sociale. Ouais, enfin c'est grave. Donc il faut qu'on puisse utiliser ça comme un tremplin et puis dire ok, c'est correct de pas utiliser le bon mot, le bon terme, c'est correct de faire un projet où tout d'un coup on n'y comprend rien. Quand on fait des projets avec les PME, on exige tout le temps qu'il y ait un seul tech dedans. Si vous mettez 2 techs, c'est la catastrophe. Je suis désolée. Parce qu'il va prendre toute la monopolisation de la technologie. Donc on fait des projets avec 4-6 personnes, de gens de terrain qui sont métiers. Et puis le tech, on le cadre. Voilà. Bien, ça fait le lien avec la dernière question. Je vous propose, ensuite on pourra passer aux réjouissances dans la salle. C'était justement comment est-ce qu'on peut réglementer. On a beaucoup parlé des risques, y compris au niveau du cloud, etc. Comment est-ce qu'on peut réglementer l'innovation digitale sans pénaliser les PME? Éthique veut pas dire légal, je le répète. C'est la course, c'est comme les on sera toujours 3 pas en arrière avec la réglementation. Et lorsqu'on réglemente, on va casser l'innovation. C'est vraiment un équilibre. Si quelqu'un l'a trouvé, alors je suis preneuse parce que je pense que cette personne va devenir milliardaire. Quelqu'un d'autre qui veut réagir? Ouais, c'est hyper antinomique, tu as totalement raison en fait. On peut pas l'innovation a besoin de liberté d'expression, a besoin de cette intelligence collective et réglementer, c'est se poser les bonnes questions des limites. Mais des limites éthiques, légales, c'est exactement ce que tu mets sur la table. Mais de nouveau, c'est que ça soit l'innovation, la cybersécurité. J'aime bien aussi l'image des gosses qui vont sur TikTok, etc. Il y a une notion de j'ai honte, il y a une notion aussi d'inconscience. Puis moi, je dis souvent pour la cybersec, quand on discute, que moi aussi, tout le temps, regarder les machins, les cookies et tout, à un moment, ça gonfle, mais il faut le faire. Et en fait, c'est une hygiène de vie. Moi, je dis à des adolescents, c'est comme vous lavez les dents. Vous lavez les dents tous les jours? Bah ouais. Bah faites attention, il y a aussi une hygiène de vie à avoir là-dessus. Et puis tout ça, c'est ces réglementations, il y a de nouveau, c'est la formation, c'est la culture qu'on doit mettre autour de ça, etc. Et le numérique, c'est aussi une hygiène de vie, en fait. C'est une hygiène de vie, savoir l'utiliser à bonne ou mauvaise escient, mais il faut être conscient aussi de tous ces enjeux-là, quoi. Et de l'impact qu'on a dessus. J'ai une petite anecdote de mes 500 élèves qui sont venus du secondaire 1 et 2 utiliser dans notre festival notre intelligence artificielle Chimère. Au bout de 3 jours, Chimère, elle communiquait avec les gens d'une façon atroce. Pour elle, quand on lui disait « Coucou, comment tu vas ? Ta gueule, connard !» était tout d'un coup devenu tout à fait acceptable. Le lendemain, je l'allumais, elle me disait « Tu veux voir mon pénis ? » Ok, ça va être compliqué. En fait, il faut qu'on se rende compte que ce qu'on met dans les machines, c'est ce qui va en sortir. Et ça, c'était drôle parce qu'après, ça a fait tout le temps rire les jeunes. Ah, mais en fait, alors on a du pouvoir sur l'intelligence artificielle en fonction. Oui, enfin, c'est ça en fait. Le constat de ça, c'est que le pouvoir de les transformer, elle est individuelle. Très bien. Bah, je crois qu'on termine là-dessus. Merci à vous 4 d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour cette discussion. Et je repasse la parole à Jean-Daniel pour la suite des festivités. Merci beaucoup. On voit bien, d'après tout ce qui a été discuté, qu'il y a une grosse question de culture là derrière. Je pense que le numérique deviendra inclusif à partir du moment où culturellement on aura ce numérique qui sera imprimé dans nos réflexes ataviques.
Et puis, on a une grosse transformation parce que souvent la culture est venue par les anciens, par le temps. Et là, tout à coup, on se rend compte qu'on doit renverser un petit peu la vapeur. Et donc, c'est des vrais défis pour tirer l'ensemble de la population avec nous sur cette dimension du numérique. Merci vraiment beaucoup. Je vous propose qu'on ouvre gentiment le buffet. Avant ça, vous avez vu qu'on a quelques affiches qui vous proposent une URL qui est participer.lausanne.ch. Participer.lausanne.ch, c'est une plateforme justement qui essaye d'inclure la population dans le discours public. Et nous espérons que vous puissiez aussi évaluer cette plateforme. Vous verrez qu'une des démarches participatives actuelles, c'est une démarche qui est justement savoir ce que vous pensez de cette plateforme. Et puis, vous pouvez aussi nous donner un feedback sur ces ateliers sur la même plateforme. Et puis, je terminerai quand même en voulant remercier mon équipe avec qui on a organisé ces 34 ateliers. On a eu énormément de plaisir à accueillir les personnes que vous êtes là ce soir et celles qui n'ont pas pu venir ce soir. C'est quand même plus de 500 personnes que nous avons accueillies sur ces 6 semaines. Et donc, merci à vous pour être venus et merci à l'équipe. Bonne soirée, bon appétit.